Bienvenue dans Fonction publique mon amour, le podcast qui explore, questionne et parfois bouscule, toujours avec l'envie de comprendre et d'avancer. Je suis Linda et chaque semaine, je vous propose des conversations sans détour avec ceux qui font bouger les lignes, innovent et croient en une fonction publique d'avenir. Parce que le changement commence par une idée et chaque idée a de la valeur. Alors place à l'épisode du jour. Sabine, bonjour. Bonjour Linda. Encore, je crois que donc ça doit faire la 3e fois en fait qu'on se voit pour enregistrer ce fameux épisode qu'on a déjà enregistré une fois par ailleurs, mais je ne sais pas ce qui s'est passé, ça arrive, d'autres invités, ça m'est arrivé peut-être 3 fois depuis le début du podcast, mais toi je crois que c'était le pompon. C'est on s'est vu une première fois, on a enregistré un épisode, quand j'ai voulu le monter, la bande était blanche ou presque, on s'est donné rendez-vous, ça n'a pas marché, problème technique, et là c'est la 3e fois qu'on se voit. Mais je le veux cet épisode, je l'aurai. Voilà. Bon allez Sabine, vas-y, redis-moi, dis-le pour la première fois, mais redis-moi, comment tu aimes te présenter? Enchantée. Alors Sabine, deuxième prénom Persévérance du coup. Circonstance. C'est un peu ça. Moi je suis fonctionnaire depuis maintenant de quelques années. J'ai été aussi intrapreneur pendant 4 ans et donc c'est surtout sur ce sujet-là qu'on va parler. Actuellement, Ouais. je suis à Marseille, donc vous allez m'entendre avec l'accent. Je l'assume. Et Je travaille au sein de la direction départementale des territoires et de la mer, DDTM, souvent totalement méconnu. Je n'en veux pas aux gens, c'est normal. Et du coup, j'ai été aussi intrapreneur pendant 4 ans, d'avril 2021 à décembre 2024, sur le projet Apilos, qui était le projet du conventionnement APL. On va en revenir plus en détail. Ouais, c'est exactement ça. C'est vraiment quelque chose sur lequel tu communiques beaucoup sur LinkedIn en tout cas, et qui m'a tout de suite interpellée. Déjà, c'est quoi un intrapreneur? Alors, un intrapreneur, c'est une personne qui met son temps de manière bénévole pour l'entreprise pour laquelle il travaille. Donc, ça se fait autant dans le privé que dans le public. Et pour monter une start-up sur le même principe start-up classique qui existe, mais dont il ne va pas s'enrichir, puisque la start-up ne lui appartient pas, elle appartient donc ou à l'entreprise quand on est dans le privé, ou moi dans mon cas à l'État, puisque c'était dans le cadre de la fonction publique. D'accord. Donc je connaissais effectivement le terme entrepreneur, mais là on parle pas tout à fait de la même chose, intrapreneur. Donc en gros, il n'y a pas la notion lucrative, argent derrière, quoi. Pas du Donc tu as donné ta force de travail, ton temps, ton énergie, ton cerveau pour un projet qui appartenait à l'État. Exactement. Mais sur lequel toi tu as travaillé. Alors du coup, il y a plein de questions derrière tout ça. D'un point de vue très la naissance de la chose, comment ça a émergé cette idée, ce projet? Je suis arrivée à Marseille en janvier 2020 et Le temps passe vite. j'étais chargée, ce qui est toujours mon métier, mon poste actuel, chargée de conventionnement APL. Pas chargée de conventionnement APL, pas du tout. Chargée de former les délégataires des aides à la pierre. C'est-à-dire donc dans le cas en 2020, la métropole Aix-Marseille-Provence qui prenait la délégation sur les aides à la pierre, c'est-à-dire sur le financement, sur le conventionnement APL pour le parc public. Et donc on m'a dit, mon premier travail quand je suis arrivée, on m'a dit ma première mission c'est de former la métropole Aix-Marseille-Provence sur ce nouveau métier, sur ces nouvelles missions que l'État leur donne. Et donc j'ai commencé par la première chose que je connaissais, qui était le conventionnement APL, puisque je connaissais le conventionnement APL, j'avais découvert le conventionnement APL quand j'étais directrice adjointe en résidence universitaire à l'époque à Bobigny. Et puis donc je vais voir mon collègue du conventionnement APL et je lui dis bonjour, je dois former, est-ce que tu peux m'expliquer? Il me dit oui, alors voilà la convention APL, voilà comment je fais. Je reçois le document du bailleur, je l'imprime, ça fait une 20aine de pages en moyenne, 25 pages. Je fais mes petites annotations au stylo, puis je rescanne. Je fais ça pendant à peu près 3-4 mois. Puis quand c'est bon, je mets le numéro de la convention APL. Alors voilà le cahier. Tu vois, là, c'est la 6152. Là, on en est à la 6153. Je prends ma règle, je trace un trait. Et c'est comme ça que je suis les numéros des conventions APL. Alors attends. Oui. Pour bien comprendre.
tu es en région parisienne, tu Ouais. travailles, tu as l'occasion de travailler sur le sujet des APL. Oui. Tu te rends compte que côté mairie de Paris, en tout cas, ils sont largement outillés, ils ont tout ce qu'il faut, ça roule. Tu apprends le métier, Ouais. tu pars à Marseille et là, tu découvres pour un même sujet qu'il n'y a pas du tout, le process est complètement différent, les outils sont complètement différents et que du coup, on est sur une procédure, un processus à l'ancienne, je vais le dire comme ça, et qui nécessite archaïque, voilà, qui nécessite clairement la mise en place d'un outil pour accélérer ou automatiser les choses. En gros, c'est ça. Exactement. Et c'est ce que je fais. Ok. Puisque j'arrive en janvier 2020, mars 2020, on se retrouve tous confinés, hein, on en est tous au Ouais. même point, donc je me retrouve chez moi avec mon ordi, et je me dis, la seule chose qu'il faut que j'arrive à faire, c'est à automatiser ce process, parce que je ne me vois pas, moi, aller former la métropole en 2020 avec un cahier et un stylo et une règle pour pouvoir suivre les conventions APL, ou leur dire, faut imprimer, faire les annotations. Je me dis, c'est pas possible. Je ne me Ouais. vois pas faire ça. Et donc là, c'est toi enfin, tu t'es dit à ce moment-là, est-ce que je peux pas faire quelque chose pour, je sais pas, pour que l'outil puisse être un peu plus professionnalisé et distribué à tout le monde? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, pas du tout. Moi, mon outil, j'ai fait ma petite macro. Et puis un jour, mon supérieur hiérarchique vient me voir et me dit, fais-en un site internet. Je lui dis, Ah, il me dit, c'est le travail de tous les départements en France de faire du conventionnement APL. Il n'y a rien qui existe. Fais-en un site internet et regarde, postule à la 4e saison de la Fabrique numérique pour t'aider à faire un site internet. donc c'est ton employeur, enfin ton Ouais. responsable, pardon, qui te dit que ça existe, parce que c'est vrai que moi-même, je ne te connaissais pas avant que tu en parles. Donc déjà, c'est bien qu'il en parle, qu'il le connaisse, et qui tout de suite a identifié que ton idée, ton projet, ça rentrait dans le cadre. Top. C'est ça. Je dois l'avouer, il a bien été obligé de me pousser parce qu'au départ, j'ai fait oui, et puis la candidature, je l'ai pas faite. Donc, arrivé la veille de la fin des candidatures, il m'a dit, je m'assois à côté de toi et je bouge pas tant que tu n'as pas fait ta candidature. Mmh. Donc, je l'ai faite, mais sans savoir en vrai dans quoi je me lançais. Mmh. Et donc, comment ça se passe? Chaque année, il y a une campagne qui est lancée. Donc, moi, par mon ministère, j'appartiens au ministère de la Transition écologique. Et chaque année, il y a effectivement une campagne qui est lancée et qui est un appel à projet, un appel à être entrepreneur, hein, soyons très honnêtes. C'est un dossier à remplir avec un projet. Donc moi, j'ai rempli mon petit dossier, je l'ai envoyé, toute contente. Et ensuite, on passe à un oral. Il y a plusieurs projets, on n'est pas tous retenus. Moi, j'ai passé mon oral comme ça. Je n'étais pas très préparée et j'y suis allée sans très grande conviction, je vais être très honnête. Puis j'ai été retenue à ma très grande surprise. Et c'est là que je me suis dit, au fait, c'est quoi? Je vais me lancer dans quoi? J'ai pas tout compris. Excusez-moi, vous pouvez m'expliquer? Je n'ai pas tout suivi. Et là, je fais partie de la 4e saison. J'ai fait partie de la 4e saison de la Fabrique numérique. Et donc, j'ai commencé avec une coach, parce que la première chose avec laquelle on commence, c'est avec une coach qui nous explique ce qu'est et ce que ça va être. Oui, parce que toi, t'as candidaté, t'as passé un oral, tu as été retenu, donc t'avais une idée, un projet. En tout cas, t'avais identifié un besoin. C'est ça. Clairement. Auquel t'avais répondu avec les moyens que t'avais identifiés. Mais derrière, la taille réelle du besoin, ça, tu le mesurais peut-être pas, voire pas du tout. Les ressources dont tu pouvais disposer, encore moins. Et tout ça, il fallait un peu de guidance, effectivement. Donc ça, c'est ce qu'ils ont mis à ta disposition. Donc un coach, déjà, pour t'expliquer, en gros, comment ça allait se passer. Exactement. Et la première chose qu'on te dit, c'est, faut identifier ta problématique. Ah. Et en réalité, tout ce que t'as fait, tu l'oublies. Allez. Et tu pars en phase d'investigation. C'est-à-dire, est-ce que réellement, la problématique que t'as identifiée, est-ce que c'est un problème interne uniquement aux Bouches-du-Rhône à Marseille? Ou est-ce que c'est un problème dans toute la France? Pour les autres départements. Pour les autres départements. Est-ce que une plateforme numérique peut répondre à ce besoin? Parce que parfois, c'est pas le cas.
Et donc, tu pars pendant 3 mois à faire des appels, des visios, avec toutes les personnes qui tournent autour de ce conventionnement APL dans la France entière, et tu les appelles pour leur dire, est-ce que vous rencontrez des problèmes? Qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme outil? Est-ce que... D'accord. Donc là, c'est vraiment une étude de marché, je vais l'appeler comme ça. Les coordonnées, c'est toi qui as dû chercher les coordonnées de tout le monde? Et alors, ce temps-là, concrètement, tu l'as pris où? C'était sur ton temps de travail? C'était sur mon temps de travail, mais c'est pas pour autant que mon travail pour lequel j'avais été embauchée, il a diminué. Non, j'ai fait les 2 en même temps. Ah ouais, quand même. Et oui. Donc, c'est deux boulots en un. Tu fais tes interviews en journée et puis en fin d'après-midi, tu commences à faire ton boulot. Ah oui, donc t'as eu quand même la liberté de t'organiser au niveau de ton planning comme tu le voulais, plus ou moins. Ton employeur, forcément, c'est lui qui t'a... Enfin, faut que j'arrête de dire employeur, ça fait vraiment privé. Ton responsable... Non, mais en l'occurrence, là, c'est pas le cas. Ton responsable, c'est lui qui... Enfin, il était au courant du projet puisque c'est lui qui t'a aidé à candidater. Donc, j'imagine qu'il a donné son accord pour aménager ton temps de travail, en tout cas pour te permettre une certaine flexibilité. Mais c'est pas forcément automatique, puisque c'est comme ça que toi, tu as vécu la chose. Mais en tout cas, tu as quand même eu double charge de travail, puisqu'il fallait quand même que tu continues sur tes missions. Ah oui, Ok. Pendant les 4 ans, j'étais entre 30 et 50% de mon temps sur le travail d'intrapreneur et 50% de mon temps sur mon temps DDTM. Ok, bon. Donc, on retourne au modus operandi. Donc, je comprends que tu as fait ton étude de marché pendant un peu plus de 3 mois. Elle a révélé que oui, il y avait un gros besoin et un besoin d'harmonisation et d'outillage qu'une plateforme pouvait répondre. Exactement. Et alors du coup, après, on t'a pas laissé tranquille, on t'a dit bah merci, maintenant il faut mettre en œuvre, c'est ça? C'est exactement ça. Donc tu passes en comité, un comité au bout des 3 mois où tu rends compte de ce qui s'est passé pendant ces 3 mois, des interviews, tout ça. Le comité, donc il y a des personnes haut placées au niveau ministériel, au niveau de la direction générale de l'aménagement et du logement et de la nature des GALN, puisque c'est eux qui sont le plus haut au niveau d'administration. C'est avec eux que tu passes et tu rends compte et ils disent bon, ok, on est d'accord, on valide, vous pouvez continuer pour 6 mois. Et à ce moment-là, ils te donnent un budget. Ah, ok. Voilà. Donc à ce moment-là, tu as un budget. Donc à la fin de ton investigation, tu as commencé à réfléchir de ce que tu avais besoin. Ben, tu as besoin, la première chose, c'est d'un développeur. Parce que moi, je sais pas. Oui. Ben oui. Mais alors, je sais pas écrire un site internet. Hein. Donc la première chose que tu as besoin, je te coupe, excuse-moi, parce qu'au début, tu disais qu'effectivement, t'as pas été payé. C'était en plus de ton job. T'as pas été payé pour ça, ça c'est une chose, mais on t'a quand même donné un budget, des ressources financières pour pouvoir accomplir cette mission. C'est déjà ça. Non, mais fallait pas non plus que ça te coûte. Ne servent uniquement qu'à recruter ton équipe. Ok. Et on va dire à pouvoir financer certains déplacements pour ton équipe. Ouais. Donc tu avais quand même un budget que tu devais rendre compte avec ce budget. Ah, ok. Donc tu recrutes ton développeur, t'as réussi à en trouver un? Oui, le meilleur. Comment il s'appelle? Nicolas Houda. Bonjour Nicolas, voilà. Vraiment le meilleur, puisque très vite, on va créer la première plateforme du conventionnement APL. On va d'abord la tester dans les Bouches-du-Rhône, puisque ça reste toujours mon département, et puis c'est plus simple. On va lancer la version bêta, quoi. Voilà, la toute première version bêta. Quand je l'ai lancée, j'avais contacté à l'époque dans les Bouches-du-Rhône 9 bailleurs. Et je leur avais envoyé un mail. Je me rappelle encore, c'était un vendredi matin. Je leur envoie un mail en disant voilà, je viens de lancer c'est du conventionnement APL. Ça s'appelait pas Apilos, ça s'appelait APL, je crois. Sur la première version, est-ce que si vous avez une convention à faire, est-ce que vous pouvez ça 2 heures après, j'ai le premier bailleur qui m'a appelé, qui me dit oui, alors je suis sur le site, je voudrais savoir. Et là, je me suis dit il y a un sacré engouement derrière quand même et une sacrée attente. Toi, tu as fait ton étude de marché, ça t'a permis de vérifier le besoin, de vérifier aussi d'un point de vue juridique comment tu pouvais harmoniser au mieux, au niveau national cette fois. Exact. Tu as mis en œuvre, tu as recruté ton équipe. Oui. Donc, tu parlais d'un développeur, mais il y a eu peut-être d'autres personnes?
Exactement, au fur et à mesure, on a recruté la partie développeur c'est augmenté, puisqu'on a recruté jusqu'à 4 développeurs en tout. Mais quand tu dis on a recruté, c'est en fait tu as fait les recrutements, c'est toi qui as cherché les gens et qui a fait passer les entretiens. Ah oui, c'est moi et ma coach qui avons passé les offres d'emploi, qui avons passé les entretiens et qui les avons recrutés tous. Toute l'équipe que j'ai eue, je les ai recrutés. Offre d'emploi, entretien, validation, pouvoir valider, validation de leur satisfait, puisque c'est comme ça qu'ils étaient payés. C'est-à-dire que je validais qu'ils avaient bien travaillé. Ok. Et une fois que vous avez mis en œuvre, que vous avez eu cette première version bêta, que vous avez bien, qui a validé le fait qu'il y avait un énorme besoin et que l'outil répondait à la demande, tu n'es plus intrapreneur. Qu'est-ce qui s'est passé du coup? Comment le projet s'est entre guillemets terminé? Puisque je comprends que la plateforme existe toujours, donc le projet n'est pas fini. Mais pour toi, comment ça s'est terminé? Alors moi, ça s'est terminé effectivement au 31 décembre 2024. J'en étais arrivée au terme de la plateforme. Faut savoir, c'est qu'Apios, donc aux conventions m'appelle, c'est la fin d'un processus. Avant, il y a le financement, l'agrément, la programmation. Il y a eu un nouveau logiciel qui a été créé, le SIAP, le système d'information des aides à la pierre. Donc Apilos, qui était au départ une plateforme indépendante, s'est ensuite raccroché au système d'information des aides à la pierre pour pouvoir avoir sur une seule et même plateforme tout. Et le principe de dites-le nous une fois pour les bailleurs et même pour les instructeurs, au lieu de à chaque fois reprendre chaque étape et chaque information. Et donc ça s'est raccroché. Et au bout d'un moment, j'ai quand même passé plus de 4 ans à être sursollicité, à faire des heures. Ah bah oui. À courir partout. Et puis, t'en arrives à un moment où ta plateforme, t'as fait presque ce que tu pouvais faire au maximum. T'as fait le tour. T'as fait le tour et t'arrives plus à retrouver cette motivation et cette envie autant que ce que tu avais au départ. Et en plus, principe de faire une startup, c'est phase d'investigation, d'accélération et de pérennisation. On reste pas startup toute une vie. Donc, il y avait cette pérennisation qui allait arriver. J'avais beaucoup moins de mon supérieur qui m'avait motivé à postuler et ensuite partir. Il y a eu d'autres remplaçants, c'est devenu de plus en plus compliqué. Et donc j'ai pris la décision effectivement d'arrêter. Et là, depuis, donc mon équipe a continué, même si je n'étais plus là, elle a continué pendant 6 mois, puisque au 1er juillet, ça y est, c'est officiel. Apilos est maintenant pérennisé au sein du système d'information des aides à la pierre. Donc, c'est l'équipe du système d'information des aides à la pierre qui a récupéré la plateforme Apilos. C'est eux maintenant qui continuent à le développer, qui continuent à le faire vivre. Et finalement, ça s'est complètement intégré dans cet écosystème. Et c'était mon but aussi, c'était pas de faire une plateforme moi toute seule. Comme je dis, le convention m'appelle arrive à la fin d'un processus. Il y a tout un processus avant, il y a tout le financement avant qui arrive. Et mon but, c'était pas de faire ma petite plateforme de mon côté. Ça servait à rien. C'était qu'effectivement, on retrouve ce principe de dites-le nous une fois sur ce long processus. Ouais. Ok. Bon, alors j'ai plusieurs questions. Un peu poil à gratter, je vais pas te le cacher. La première, tu disais au départ que t'as pas été payé pour ça, c'est du temps que t'as pris, que t'as dû prendre en plus. Est-ce que ça te paraît normal? Alors, non. Je vais être très honnête. Non pas que je devrais être payé plus par rapport à ça, mais on devrait avoir une prime en fin d'année qui nous permet de dire vous avez fait un travail, vous êtes rémunéré par rapport à ça. Donc comme je dis, c'est pas une augmentation du salaire brut parce qu'effectivement il y a des grilles qui existent au niveau de la fonction publique et qu'on ne peut pas sortir des grilles. Mais par contre, une prime en fin d'année qui s'appellerait prime intrapreneur ou je ne sais quoi, voilà, devrait exister. Alors, je sais qu'ils y travaillent actuellement au sein de la communauté bêta, parce que toutes les startups, comme je dis, moi j'appartenais à la fabrique numérique du ministère de la Transition écologique. Il existe dans chaque ministère à peu près maintenant une entité pour créer des startups, et tout ça est sous l'égide d'un groupe qui s'appelle Beta et qui permet de ça. Et c'est eux. Et je sais qu'ils y travaillent. Je pense qu'ils vont y arriver d'ici quelques temps.
je serais partie avant de l'avoir. Dans quelle mesure tu t'es sentie reconnue pour tout le travail que t'as fait? Alors, j'ai été reconnue au sein donc du ministère, au sein de la DGLN, de la Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature, principalement par la DHUP, la Direction de l'habitat, urbanisme et paysage, si je dis pas de bêtises. Je pourrais pas t'aider là-dessus. Je crois que c'est ça. Désolée, c'est pas ça. Par son directeur adjoint qui ont été là, qui m'ont accompagnée, qui ont reconnu tout le travail que j'avais fait. Tu t'es sentie soutenue. Voilà, qui m'ont soutenue. J'ai été soutenue aussi par la mission numérique de la DGLN, puisque c'est eux qui accompagnent les startups. J'ai été très soutenue par les deux. J'ai été soutenue aussi par le service de la réglementation du conventionnement APL. Ça a mis un peu de temps, mais j'ai été soutenue. Par contre, il a manqué réellement du soutien au sein de mon au plus près, quoi. Voilà. De ton service, là où tu travailles, sachant que tu cumulais du coup 2 travails et que ton chef qui t'avait inscrit est parti. Là, tu t'es sentie beaucoup plus seule après coup. Exactement. Et c'est ça aussi qui à un moment a joué aussi dans la balance d'arrêter, parce que quand tu n'as pas de reconnaissance quotidien sur ton lieu de travail, au bout d'un moment, Bien sûr. Et donc du coup, tu décides de... Qu'est-ce que tu en retires de toute cette expérience? Parce que 4 ans, c'est pas rien quand même. C'est un projet au niveau national qui aujourd'hui a été repris et qui est pérennisé. Donc, c'est une belle victoire, moi j'ai envie de le dire. Félicitations pour ça. Qu'est-ce que tu en retires, toi? Alors, tout d'abord de la fierté, parce que être quand même arrivé à faire un projet qui au départ et qui pendant les 4 ans a failli mourir à peu près tous les 6 mois, et dont il a fallu que je me batte réellement envers toutes les administrations. Et voilà, j'en suis très fière. Je suis très fière aussi de mon équipe et de tout le travail qu'on a fait. Je suis aussi très fière de me dire que moi, Sabine, à Marseille, jeune, a pu imposer son projet au niveau national, d'avoir eu des retours des bailleurs, des instructeurs pour me dire merci du travail que vous avez fait, merci, ça me simplifie la vie. C'est la plus belle des récompenses finalement, parce que tu fais ce projet en premier pour aider les gens, tu ne le fais pas pour toi. Et c'est toute cette reconnaissance que j'ai eue. Donc voilà, donc de la fierté, et puis aussi ça, j'allais dire ça ouvre maintenant la possibilité et l'envie de repartir sur un projet, de continuer. Alors du coup là, tu vois, j'ai des frissons. J'ai des frissons et j'ai envie de te poser une autre question pour la gratter. Sabine, si tu devais choisir entre fonctionnaire ou entrepreneur cette fois, tu choisirais quoi? Alors, je continuerai à être fonctionnaire. Je n'ai aucune envie de créer ma propre start-up d'État dans le cadre privé, parce que la première chose que j'ai envie, c'est d'aider les gens. Et quand tu crées une start-up dans le privé, très souvent, il y a ce côté financier qui, dans tous les cas, rentre en compte. Et le côté lucratif qui rentre en compte. Et la première chose qu'on va te demander, c'est de faire des bénéfices pour pouvoir faire vivre ton projet. Et moi, la première chose que j'ai envie, c'est pas qu'on me dise faut faire des bénéfices, faut être rentable. La première chose que j'ai envie, c'est de me dire j'ai envie d'aider les gens. Donc c'est pour ça que je resterai dans cette fonction publique, pour justement garder ce principe premier qui est d'aider les gens. Alors maintenant, il y a des entreprises, il y a des gros groupes dans le privé qui sont rentables depuis des années et qui continuent à l'être, et qui ont aussi cette volonté de vouloir aider les gens. Mais la première chose et la seule chose qui m'a toujours animée, et dans tout le travail, le travail que j'ai pu faire, dans tous les métiers que j'ai pu faire, autant dans le privé que dans le public, ça a toujours été d'aider les gens. Et c'est ça qui m'anime, et c'est ça que j'ai envie. Si quelqu'un vient te voir aujourd'hui en te disant tiens, j'ai entendu sur un podcast que tu avais fait une start-up d'État, qu'est-ce que tu me conseilles? Est-ce que ça vaut le coup? À ton avis, est-ce que j'y vais? Tu lui dis quoi? Je lui dis la première chose, fonce. Attends pas d'être parfait pour faire, vraiment. Donc je lui dirais fonce, et je lui dirais pourquoi tu veux le faire. La première question, ce serait ça, c'est pourquoi tu veux le faire. Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce que tu veux faire? Et si la personne me dit ce que je veux, c'est créer un projet,
tu vois, c'est créer le projet, mais c'est pas créer un projet pour faire une ligne sur un CV parce que ça fait beau d'être entrepreneur. Et c'est vrai. Mais si la personne, elle me dit ça, je lui dis non. Non, parce que si tu fais ça uniquement dans un but de carrière, c'est pas ça. Si maintenant tu me dis, je veux faire ça pour pouvoir aider les gens, pour pouvoir améliorer ce système-là parce que j'en ai marre qu'on perde du temps sur ça et qu'on s'arrache la tête alors qu'en réalité, ça pourrait être plus simple. Que j'ai envie de dire, tu vois, j'en ai marre que les gens se fassent arnaquer sur leur dossier de location. Du coup, c'est pour ça que j'ai créé Dossier Facile. C'est une startup d'État qui a été faite. Pour ça, oui, je lui dirais, vas-y, fonce. Tu verras. Tu vas passer des moments extraordinaires. Tu vas passer des moments où tu vas pleurer. Tu vas passer des moments où tu vas t'arracher des cheveux. Tu vas passer des moments où tu vas te dire pourquoi je fais ça, genre, je veux plus. Et d'autres moments où tu vas te dire, je sais pourquoi je fais ça. Il faut que je continue. Mais voilà. La première chose, c'est pourquoi tu le fais. Et si c'est pour aider les gens, oui. Si c'est pour ta carrière, non. C'est très beau. Merci beaucoup, Sabine. Je mettrai tes coordonnées en note de podcast si les gens veulent te contacter. Dans tous les cas, c'est tout à fait possible. J'en reste à disposition. Merci infiniment. Merci à toi. Voilà, un regard de plus sur la fonction publique d'aujourd'hui. Si cet épisode vous inspirait, alors il a rempli son rôle. Parce que ce que l'on retient et ce que l'on transmet, ça a du sens. Et ce qui a du sens a de la valeur. Partagez, abonnez-vous. Merci d'être là et on se retrouve bientôt.